Ce texte traite de la croissance des fruits d'arbres. Planter un arbre est merveilleux. Il vous donne des fruits pendant longtemps. Mais il y a certaines choses qui valent vraiment la peine d'être vérifiées avant de planter cet arbre, car il va rester avec vous pendant longtemps. Alors, assurez-vous, par exemple, que vous obtenez un... Avez-vous déjà entendu parler de porte-greffe pour obtenir un arbre de la bonne taille? Donc, presque tous les arbres fruitiers sont greffés sur un système racinaire différent de celui sur lequel ils pousseraient s'ils étaient simplement plantés dans le sol et laissés à enraciner naturellement. Et l'idée derrière cela est de donner une taille prédéterminée. C'est crucial en jardinage car la plupart des gens n'ont pas de jardin assez grand pour accueillir un arbre de taille naturelle qui serait assez énorme. Et ces deux poiriers ici donnent un bel exemple de la taille du porte-greffe parce que vous avez le cognacier A. Désolé, le cognacier A est en fait le plus grand, il est derrière moi. Et donc ces poiriers ont été plantés en même temps. Ils sont maintenant dans leur 6e printemps et ils sont tous deux de la même variété, concorde sur cognacier A et cognacier C. Voici donc un exemple de la façon dont le porte-greffe peut affecter la taille et le développement, et aussi le temps de fructification. Les porte-greffes plus petits entrent en fruits plus rapidement. Bien que je ne sois pas un expert en culture de fruits comme je le suis en légumes, j'ai une longue expérience dans ce domaine. Dans mon jardin, le climat est tempéré océanique, zone 8 environ. Et je vous montre des arbres qui fonctionnent très bien dans ce climat. Et c'est quelque chose d'autre que j'ai appris au fil des ans, c'est qu'il est bon de ne pas être trop ambitieux. Avec un bon été, on peut presque cultiver des abricots et des figues ici, vous savez. Mais en général, pour le temps, l'effort et l'argent nécessaires pour faire pousser un arbre, vous êtes mieux de vous en tenir à ce qui pousse le mieux dans votre climat. Et dans notre cas, ce sont les poires, les prunes et les pommes. C'est donc ce que nous examinons dans ce film. Pour la prune, il y a aussi un bel exemple de porte-greffe. Là-bas, il y a la prune Victoria sur porte-greffe Saint-Julien, qui est à peu près le standard, un prunier assez grand. Et récemment, on a développé des arbres plus petits, comme le Pixie, pour les jardins de taille réduite, de plus en plus populaires. Et près de l'abri, vous pouvez voir ma prune, même variété Victoria, sur Pixie. Même âge d'arbre, beaucoup plus petit. Et il a commencé à porter des fruits plus rapidement, la 2e année. Et il est aussi soutenu un peu contre l'abri parce que les petites fentes de racines n'ont pas des systèmes racinaires aussi vigoureux. Il vaut donc vraiment la peine de considérer cet aspect des choses aussi sur un grand arbre, un grand porte-greffe, qu'ils peuvent se soutenir eux-mêmes. Alors que les petits arbres, particulièrement lorsqu'ils sont en fructification, et j'ai remarqué cela sur les pommes là-bas, ils sont sur M9, qui est le 2e plus petit porte-greffe que vous pouvez obtenir. Il y en a un encore plus petit, appelé M27. La numérotation sur les porte-greffes de pommes est un peu folle, non séquentielle. Donc M27 est le plus petit. Ceux-ci sont M9, et M9 est assez petit pour que lorsqu'il porte des fruits, il renverse l'arbre. Il vaut donc la peine d'avoir un piquet probablement pour toute la durée de vie de l'arbre. Alors que nous allons maintenant voir des pommiers sur des porte-greffes plus grands et ils ne sont pas du tout étayés. Et je vais expliquer cela. Donc cette variété, c'est Ribston Pippin. Cette variété de Yorkshire a 200 ans d'histoire. Et vous pouvez voir comment elle se compare en forme et en vigueur avec par exemple Shona Gold là-bas, qui est une variété beaucoup plus récente. Les nouvelles variétés ne sont pas forcément inférieures. On parle souvent des variétés patrimoniales et autres. Mais le plus important est la qualité du fruit que vous recherchez et sa résistance aux maladies. J'ai trouvé que les deux variétés sont bonnes sur ces critères. En vous dirigeant ainsi, vous constaterez aussi la différence de taille. Pour moi, il y a tout d'abord Lord Lambourne à côté de ce Ribston Pippin. C'est un délicieux mangeur de mi-saison en automne. Ensuite, il y a Spartan, qui mûrit un peu plus tard et donne un fruit croustillant et délicieux à la chair rouge foncé. Et au-delà, il y a Jupiter, qui est un grand arbre de mi-automne produisant de gros fruits. Donc le Ribston Pippin ici est l'un de mes meilleurs gardiens. Cette année, j'ai eu le dernier en février et il note de légères différences d'apparence des feuilles et ressent la pincée. Nous avons eu très peu de pluie ces 3 dernières semaines, 4 mm, 1/10 de pouce.
Vraiment, ils sont secs en ce moment, mais ce n'est pas grave, c'est l'ensemble de la saison qui compte. S'il pleut plus tard, c'est bien, ils vont juste ralentir. Je ne m'inquiéterai pas d'arroser les pommiers. En partie, bien sûr, cela est affecté par l'espacement. Ici, ils ont une assez grande course de racines des deux côtés. Donc je les ai placés à environ 2,5 mètres l'un de l'autre, ce qui est assez proche dans la rangée pour cette taille d'arbre, mais comme ils ont une grande course de chaque côté, c'est bien. Et je remarque que l'herbe pousse beaucoup plus lentement ici, maintenant que ces arbres sont plus grands, parce qu'ils prennent de l'eau. Ils peuvent rivaliser avec l'herbe quand l'arbre a cette taille. Si vous cultiviez sur un porte-greffe plus petit, vous pourriez les espacer plus. Les pommes sur M27 pourraient être plantées plus près, mais nécessiteraient alors probablement de l'arrosage. De nombreux facteurs entrent en jeu. Une chose que nous faisons pour contrôler un peu les arbres est la taille d'été. La taille, j'ai remarqué comment elle est parfois présentée comme assez difficile et très précise, et d'une certaine manière c'est le cas, et d'une autre manière ce n'est pas le cas. Comme lors de la taille d'un arbre fruitier en hiver, qui est la période principale, à n'importe quel moment des mois d'hiver, nous avons fait cela en mars cette année, cela a très bien fonctionné. Vous voulez juste vous assurer que vous enlevez par exemple les branches qui se chevauchent. J'en ai vu quelques-unes plus tôt, il y en a une paire ici, qui oui, ces deux-là, elles poussent de manière plutôt similaire. Ils vont tous les deux dans la même direction. Et dans ce cas, j'enlèverai en fait le légèrement plus grand derrière, coupant assez près de la branche principale, une coupe nette. Alors, cherchant à avoir toujours un peu d'espace au milieu de l'arbre, pas trop encombré là-dedans. Vous savez, des règles de base simples comme celle-ci peuvent vous amener à faire pas mal de taille. Et puis, en regardant l'arbre dans son ensemble en hiver, nous réduisons la plupart de la croissance d'au moins un tiers, entre un tiers et la moitié, c'est-à-dire la nouvelle croissance. Et je peux vous montrer cela assez bien maintenant, parce que c'est la taille d'été que nous faisons généralement début juillet, donc début à mi-été, en réduisant toute nouvelle croissance d'environ 50%, en enlevant environ la moitié de la nouvelle croissance qui s'est produite depuis le printemps. Et c'est ici, c'est comme le bois là, c'est là où la coupe a été faite en mars. Donc tout cela, et celui-ci aussi, est une nouvelle croissance depuis mars. Cela deviendra du bois d'ici la fin de l'été. Si aucune action n'était prise, il y aurait une croissance considérable sur chaque arbre ici. Et je chercherai à couper la moitié de cela en juillet, et parfois enlever, peut-être même enlever celle-ci. Je ne suis pas certain, je vais y réfléchir et peut-être le faire. Alors nous y voilà, c'est après la taille en juillet. Ce n'est pas obligatoire, faut me croire, mais cela permet de garder l'arbre plus ordonné et peut-être de limiter sa taille selon vos besoins. Et aussi, une chose que la taille d'été fait plus que la taille d'hiver est la réponse de l'arbre à cette coupe est plus orientée vers la production de plus de fruits, la mise en place de plus de fruits cet automne, prête pour la floraison du printemps prochain, comparativement à lorsque vous taillez peut-être un peu plus dur en hiver, la réponse de l'arbre est de produire plus de bois et vous obtenez plus de longues pousses de bois à queue. Et puis une dernière chose que le travail d'été, à cette époque en fait, est l'éclaircissage des fruits, parce que en supposant qu'on obtient un ensemble normal, et les arbres fruitiers ont tendance à produire plus de fruits que ce que nous voulons peut-être pour avoir de beaux fruits à manger. Il y a des fruits et il y a des fruits. Un arbre comme celui-ci, avec un certain nombre de feuilles, ne peut photosynthétiser que jusqu'à un certain point. Et un arbre de cette taille, s'il a, disons, 150 pommes dessus, il est probable qu'elles ne deviendront ni très grosses, ni très sucrées. Donc si vous les éclaircissez à un nombre plus approprié qui serait 50, 60 peut-être sur un arbre de cette taille, les fruits seront simplement bien plus agréables. Il est recommandé d'éclaircir les fruits de tous les arbres fruitiers en cas de fructification abondante. Dans le cas des pommes, ce qu'elles ont tendance à faire, c'est de former des grappes. Nous avons donc éclairci la plupart de ces points. Nous avons laissé une grappe ici. Nous avons pris chaque grappe, généralement de 3 à 5 pour une pomme, et enlevé.
tous les fruits, sauf un d'un côté. Il est préférable de retirer le fruit du milieu, car sa tige courte est plus difficile à cueillir. J'ai donc gardé un seul fruit. Et sur une branche comme celle-ci, je chercherai à n'avoir peut-être pas plus de 2 ou 3 pommes, car en regardant l'arbre dans son ensemble, je vois qu'il y en a pas mal sur les autres branches. S'il n'y en avait pas beaucoup sur le reste de l'arbre, je laisserais peut-être 2 sur un groupe et 3 ou 4 sur cette branche. Donc un peu de flexibilité. Je vais faire celui-là dans 1 minute. En résumé, nous aurons généralement moins de fruits. L'éclaircissage est difficile parce que vous ne le faites pas. Vous savez, c'est votre propre arbre. Vous ne le ferez probablement pas assez. Apparemment, en Italie, les cultivateurs de pêcher s'éclaircissent mutuellement leurs vergers. Leur réticence naturelle à ne pas assez éclaircir leurs arbres les empêche d'éclaircir leurs vergers. Gardez donc cela à l'esprit. De toute façon, nous verrons le résultat de cela en septembre, car nous filmerons à nouveau à ce moment-là, et nous verrons comment cette ribs et pipane que les autres fruits ici se sont développés d'ici là. 3 mois se sont écoulés, nous sommes maintenant le 1er septembre, après, pour nous, un été inhabituellement chaud et toujours sec. Et pour les fruits, c'est fantastique. De bons niveaux de lumière et de bons niveaux de sucre dans les fruits, sauf ici. Je veux vous montrer cela parce que j'ai fait l'erreur dont je parlais en juin, de ne pas assez éclaircir. C'est la prune Victoria, une belle prune sur porte-greffe Pixie. Cet arbre a 6 ans. Donc, vous pouvez voir comment il n'a pas mis beaucoup d'énergie à faire de l'arbre, mais c'est un fruitier très fiable. J'ai laissé trop de prunes sur l'arbre, elles paraissent petites lors de l'éclaircissage. Regardez cette quantité impressionnante de prunes. Ah, maintenant, c'était très propice parce que c'est ainsi que j'ai vérifié s'ils sont mûrs ou non, en soulevant doucement, même en sentant un peu le fruit et en voyant s'ils tombent. Essayez de les attraper avant qu'ils ne tombent au sol. Donc c'est un fruit mûr et ils ont bon goût. Ce sont de belles prunes, mais elles ne sont pas aussi sucrées qu'elles auraient pu l'être. Les prunes Victoria mûrissent normalement la 3e semaine d'août ici. Nous sommes le 1er septembre et la plupart sont toujours là. Ce que je disais à propos, il y a trop de fruits pour que ce pauvre petit arbre puisse mûrir correctement. Et l'autre effet, je pense, sera dû au fait que nous laissons autant de fruits se développer. Nous allons finalement avoir une belle récolte, mais il met toujours toute son énergie à mûrir ces fruits. Il pourrait y avoir une mauvaise fructification, voire même pas de fruits l'année prochaine. Je l'aurais peut-être rendu semestriel pour qu'il puisse se reposer. Et c'est encore pourquoi l'éclaircissage est bon pour avoir une petite et plus régulière récolte. Et nous allons maintenant jeter un œil aux poiriers que nous avons vus auparavant et voir comment ils ont développé leurs fruits pendant l'été. Les beaux poiriers que nous avons vus il y a 3 mois. Je veux dire, regardez ce qu'ils ont fait cet été. C'était un été chaud. Ils ont apprécié cela. Les poires aiment la chaleur. Ils n'aiment pas trop de pluie. Cela se voit dans la belle qualité des feuilles actuelles. Si c'était un été pluvieux, il y aurait probablement quelques taches ici, une sorte de gale qu'ils ont parfois sur leurs feuilles, qui peut même ensuite affecter les fruits. Et la peau de ces fruits est magnifique. Donc ce n'est pas seulement une compétence de croissance, mais c'est le temps qui a fait cela. Nous les avons bien éclaircis, donc c'est à peu près le bon nombre de fruits. Et nous avons aussi taillé en été, donc en enlevant les sommets, qui seraient aussi longs si nous ne l'avions pas fait. Sur le porte-greffe 15C, je cherche à garder cet arbre à portée de main pour le rendre plus gérable. Comparé à la poire Queen's a Rootstock derrière moi, qui est Pitmastine Duchesse, c'est une variété différente de poire. Et le Concorde ici, ce qui est intéressant avec cet arbre en particulier, c'est comment le fruit est tellement en bas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas tout à fait sûr, en fait. J'aimerais avoir des fruits ici, parce que cela aurait tendance à attirer ces branches un peu, le poids des fruits à mesure qu'ils se développent, ce que vous pouvez voir sur l'arbre là-bas, même variété, même porte-greffe. Pour une raison quelconque, il a plus de fruits en haut, et il s'écarte un peu, parce que cela permet alors à plus d'air d'entrer au milieu de l'arbre. Je surveille donc celui-ci pour l'an prochain, en espérant plus de fleurs à cet endroit. Et en termes de maturité, comment savez-vous quand une poire est mûre, prête à être cueillie? Vous faites ça. Donc une élévation de 90 degrés. Et si ça reste sur l'arbre, laissez-le. Il développe encore du goût.
Après la cueillette, une certaine douceur ou beaucoup de douceur arrive. Dans environ 2 semaines, je ferai cela et ça partira. Et puis je l'emporterai dans la maison et je surveillerai pour qu'il devienne doux. Et c'est à ce moment-là que la douceur est pleinement là et qu'il devient vraiment agréable à manger. Et en fait, à ce stade, vous ne voulez pas le laisser trop longtemps car les poires mûrissent facilement et commencent ensuite à pourrir. Ils n'ont donc qu'une brève période de consommation. Si vous avez un arbre très fruitier, vous devrez manger les fruits rapidement. Et oui, allons voir maintenant les pommes ici. Nous voici donc les pommiers dans leur 6e été, un assez glorieux. Et 3 mois plus tard que lorsque nous étions ici la dernière fois, qui était début juin, et ils n'étaient que de petites pommes, et ils se sont maintenant développés. Nous les avons éclaircis, nous avons fait la taille d'été, et tout est assez bien ensemble. Nous avons eu un très bel été. Comment en sommes-nous arrivés à ce point de si beaux arbres? Comment étaient ces arbres il y a 6 ans? C'étaient de petits bâtons. Je les ai achetés comme ce qu'on appelle des vierges d'1 an ou des fouets. Et c'est juste une greffe sur un porte-greffe. Ce porte-greffe ici est MM106, c'est assez gros. D'où l'arbre assez grand. Et je les mets dans le sol en faisant juste un très petit trou. On me demande parfois comment planter un pommier sans creuser. Eh bien, vous devez faire un trou. Mais ce dont vous n'avez pas besoin, c'est d'un grand trou. C'est juste un petit. Faites simplement un trou de la taille des racines et qui pourra accueillir ces racines et le remplir de terre. Il peut y avoir de la terre ferme tout autour, c'est génial. Puis, ajoutez de la matière organique sur le dessus, qui nourrit le sol et indirectement l'arbre. Le principe de non-creusement, laissant la matière organique en surface, favorise la vie du sol. Un autre avantage de ramener la matière du sol à la surface est: cela réduit la croissance des mauvaises herbes et signifie qu'en plus de nourrir le sol, vous obtenez moins de mauvaises herbes. C'est crucial pour les jeunes arbres. Pendant les 2 premières années, ces arbres étaient encore très petits et n'utilisaient pas tout le sol. J'ai réussi à cultiver des courges d'hiver entre eux à ce moment-là pour profiter du beau sol paillé. Mais je faisais vraiment attention à rester au-dessus de l'herbe et à ne pas la laisser envahir. L'herbe est une plante très avide. Dans les climats tempérés en particulier, l'herbe prendra beaucoup trop d'humidité des arbres en été et les empêchera de se développer pleinement. Donc maintenant, les arbres étant beaucoup plus grands, leurs racines explorent pleinement tout ce terrain entre eux et même plus. Et l'herbe même, autour du bord des arbres, semble assez brune parce que les racines des arbres sous l'herbe, ici, sortent complètement et aspirent beaucoup d'humidité. Donc, à ce stade de leur vie, les arbres peuvent concurrencer, faute d'un meilleur mot, avec l'herbe. Donc, à mesure qu'ils vieillissent, je pourrais potentiellement laisser cela redevenir de l'herbe. C'est en fait assez gênant à tondre en dessous et ça fonctionne très bien. Nous avons peu de mauvaises herbes ici. Ce cosmos s'est auto-semé et ses fleurs reviennent chaque année. Il n'y a pas trop de travail. Je fais un peu de binage. Je maintiens simplement ceci comme une jolie bordure de fleurs sous les arbres. Et la taille que nous avons faite ici, la taille d'été a encore consisté à élaguer pour que sinon celui-ci pourrait potentiellement être là. Nous avons eu beaucoup de croissance au début de l'été cette année et ensuite il a fait très sec. Et en fait, c'est remarquable parce que depuis que celui-ci a été taillé la 2e semaine de juillet, donc il y a 6 semaines, il n'y a pas de nouvelle croissance. Et je ne vois pas souvent cela dans ce climat. Nous avons eu un temps si sec que la croissance estivale n'a pas eu lieu. Je ne sais pas vraiment ce que ça implique pour l'an prochain. Cela implique vraisemblablement une taille d'hiver nettement réduite. En comparaison, vous pouvez voir ceci sur porte-greffe MM106, des arbres légèrement plus grands, mais avec de l'herbe à proximité par rapport aux arbres là-bas sur M26. C'est un porte-greffe plus petit, et les arbres sont en fait un peu plus compacts, mais ils ont beaucoup plus de croissance, une nouvelle croissance sortant du haut où ils ont été taillés en été de la même manière. Mais c'est parce que nous avons arrosé les légumes près d'eux et cela a profité aux arbres. Pas de plan pour arroser les arbres.
mais cela montre que parfois avoir des plantes ensemble peut être bénéfique, au moins pour une plante. Le chou frisé et les arbres ont profité de l'eau, mais le chou frisé aurait été beaucoup plus grand si les pommiers n'étaient pas si proches. J'ai fait une petite erreur là, et dans environ 4 ans, ce lit pourrait ne pas être très bon pour les légumes d'été. Il pourrait toujours convenir aux légumes d'hiver et de printemps. Et nous pourrions maintenant regarder chaque arbre à son tour, et je peux vous montrer différentes variétés, puisqu'ils ont tous des fruits cette année. Cela a été une bonne fructification et développement, et nous pouvons simplement les regarder tous. Donc les 5 premiers arbres ici sont du porte-greffe M26. Vigueur moyenne, et nous avons taillé en été. Vous pouvez voir la nouvelle croissance aidée par l'arrosage de certains de ces légumes en cet été très sec. Et cet arbre est un mangeur précoce, la fortune de Laxton. J'adore ça, et il commence à être prêt en août, et vous pouvez voir la belle couleur qu'il a. Une grosse pomme, nous les avons éclaircies, et la saveur est excellente maintenant, ce qui signifie qu'elles ne se conserveront pas. Elles deviendront molles si vous les gardez longtemps, les pommes précoces. Alors que celui-ci est en fait un cuisinier, un arbre très vigoureux. Même avec un porte-greffe identique, vous pouvez constater que la taille de l'arbre est un peu plus grande. Soit dit en passant, nous avons taillé dur ces pommes de ce côté, afin qu'elles ne gênent pas trop les légumes et que nous puissions marcher ici. Cependant, Bountiful prend une année sabbatique, ce qui est plutôt inhabituel. Je ne suis pas certain de la raison, mais je m'attendrai à beaucoup de fruits sur ces cuisinières précoces. C'est Pixie. Pixie est une pomme de taille moyenne qui se conserve longtemps. Il est donc très bon de les récolter quelque part au début d'octobre dans notre climat ici, de les mettre soigneusement dans des boîtes et de les surveiller pendant l'hiver. Elle peut même être bonne à manger en février, ce qui est très précieux quand il n'y a pas beaucoup de pommes. Adam's Pearmain. Ah, un bon Flavin, renverse-moi. Il est mûr. C'était un bel exemple en fait de comment vous savez juger partiellement quand cueillir une pomme. Et ça se passe comme ça. Si vous le touchez, il n'est pas si mûr, mais je le mettrai dans ma poche pour le manger plus tard car il a l'air bon avec ce léger jaunissement sur la peau. On peut voir la partie verte et quand ça jaunit un peu, c'est signe de maturité. La pyramide d'Adam, saveurs excellentes et uniques, difficiles à décrire. Le Red Windsor est juteux à souhait et a un goût qui remplit la bouche et le petit arbre est beau à regarder, surtout en comparaison avec la taille imposante de la pyramide d'Adam. Le Red Windsor est un bon choix pour les petits jardins, car sa couleur rouge vive est agréable à regarder. Ils ont l'air si appétissants avant même d'y goûter. Ils se conserveront environ 6 semaines à compter de maintenant. Ils sont pommes de mie à début d'automne. Voici Jupiter, un arbre beaucoup plus grand. Jupiter est un grand arbre, vous pouvez le voir par la taille, et il aime aussi grandir en hauteur avec de longues branches. Gardez donc cela à l'esprit lorsque vous choisissez, mais les pommes sont aussi de gros fruits magnifiques et elles deviendront plus rouges. C'est un fruitier de mi-saison, donc le meilleur goût en octobre-novembre et quelques-uns sont tombés. Je mentionnerai cela dans une minute car cela a à voir avec les nuisibles. Mais celui-ci, nous ne cherchons pas à faire plus maintenant jusqu'à la cueillette la 2e semaine d'octobre. Et cet arbre, pour sa taille, je viens de les compter. Il a environ 30 fruits. Il aurait pu en avoir quelques-uns de plus, mais c'est un assez bon nombre. Alors que Spartan ici n'a que 15 fruits, pour une raison quelconque, il n'a pas produit un ensemble solide de fruits ce printemps. Et j'ai remarqué cela avec Spartan, qu'il est un peu timide en matière de récolte. Mais c'est une pomme magnifique, car sa chair cramoisie incroyable cache un milieu blanc comme neige. Peau cramoisie, milieu blanc comme neige, c'est Spartan et une saveur très agréable à déguster en automne, mais pas tout à fait encore. Il n'est pas tout à fait là, ce qui est bien parce qu'il y a plein d'autres choses à manger comme Lord Lamborn. Et Lord Lamborn a une saveur exquise. Pour moi, probablement de toutes les pommes, si, c'est la plus heureuse de toutes et elle se mange magnifiquement en octobre-novembre, reste assez croustillante. En tant que pomme d'automne, elle ne se conserve pas tout l'hiver,
mais reste agréable assez longtemps. La récolte est abondante, nous en avons laissé autant que possible, mais je remarque aussi un peu de gale et je peux vous montrer ça sur les fruits, comme ici. C'est l'effet de la gale où vous obtenez ce piquetage de la peau. Et si je coupe dedans, vous pouvez voir ça. Ça s'enfonce légèrement dans la peau. Pas trop, juste autour du bord là. C'est toujours comestible. Cela ne semble pas très beau et il faudrait essentiellement le peler avant de manger. Alors que Ribston Pippin ici n'en souffre pas. C'est un arbre très exempt de maladies. C'est un bel arbre fruitier. Nous avons vu cela dans le clip précédent en juin. Vous avez donc maintenant une idée de son développement. Et j'ai mentionné à l'époque que 50 ou 60 pommes seraient bien pour un arbre de cette taille. Eh bien, en fait, je pense qu'il en a environ 40. Mais il en avait 50 ou 60 et pas mal sont tombés. Et la raison de cela est ce nuisible, le Carpocaps des pommes. Le Carpocaps est le nuisible le plus problématique pour les pommes dans notre climat. Il est presque certain que vous en aurez quelques-uns. Un papillon vole en mai, pond ses œufs sur la pomme. La larve éclot et se fraye un chemin jusqu'au cœur du fruit. Un signe fréquent de la présence d'un carpocaps des pommes à l'intérieur est souvent visible. C'est une feuille collée à l'orifice par lequel le papillon est entré. Voilà. Bon, comme je l'ai dit, il y a un gros trou là-dessous. Je ne sais pas si c'est une façon de s'arrêter. Comme les oiseaux qui mangent les parasites, mais vous pouvez voir le trou là-bas. Et si je coupe dedans, je pense que nous remarquerons un peu de tunnelisation qui s'est produite dans cette pomme. Voilà, donc il est entré derrière moi et il est sorti là et il a mangé tout autour dans le noyau. Et je pense que ce qui se passe ensuite, c'est qu'il sort par le bas. Le cyclone a causé des dommages, mais il reste encore des fruits comestibles. La nourriture n'est pas compromise, mais la conservation des fruits est affectée. Il mûrit plutôt et pourrit rapidement. La plupart des fruits touchés par le Carpocaps des pommes sont ceux qui tombent tôt. Donc, si vous voyez des fruits tomber prématurément, pas d'inquiétude. Eh bien, je veux dire, cela signifie que vous avez des Carpocaps des pommes, mais ce n'est pas comme si tout l'arbre était infecté. Ce sont les fruits qui tombent tôt qui l'ont. Et puis ceux qui restent sur l'arbre, la plupart de ceux-ci maintenant ne l'ont pas. Je ne remarque aucun problème en eux et ils resteront sur l'arbre jusqu'à maturité, début octobre. Et le Ribston Pippin est excellent pour le stockage, donc je vais les cueillir avec soin et les conserver en espérant les déguster après Noël. Jonagold donne un grand arbre et c'est aussi une grande pomme. Il y a en fait au moins 50 d'entre eux sur cet arbre. Peut-être un peu plus que je n'aurais dû laisser, mais ils ont l'air bons et gonflent, et ils seront agréables à manger à partir d'octobre, pas encore. Ces pommes de mi-saison se conservent assez longtemps, étant belles, grosses et plutôt exemptes de maladies, malgré un peu de tavelure. Voici une pomme précoce fiable, Katy, K-A-T-I, qui donne toujours des récoltes dès le début de la saison. Chaque année, depuis sa 3e année, cet arbre a produit de beaux fruits. C'est donc la 4e récolte de Katy sur cet arbre de 6 ans. Et nous avons enlevé le milieu de cet arbre, c'est pourquoi il semble un peu vide au milieu, car il devenait un peu encombré là, ce principe de taille, pour le garder un peu ouvert au milieu. Jonathan est plutôt un arbre grand et dégingandé, pas énorme. Les fruits ne sont pas non plus énormes, ils sont de taille moyenne et se conservent assez bien. Je pense que Jonagold est en fait son successeur. Et Jonathan était une variété plus ancienne qui a peut-être été un peu supplantée et c'est pourquoi j'hésite un peu. Je ne suis pas convaincu de combien je l'aime en fait. C'est agréable, mais je préfère Jonagold. Vous pouvez voir que c'est un très bel arbre avec des fruits rouges de taille moyenne. Et enfin, par contraste, nous avons Cobra ou Cobra, un cuisinier précoce. Donc, étant un cuisinier, généralement, les cuisiniers sont plus grands. Vous pouvez voir ça ici. Et précoce signifie qu'il mûrit à temps ou avant Noël pour que vous puissiez aussi le manger. À ce stade, vous pourriez le cueillir et l'utiliser pour cuisiner. Il est assez acidulé, bon niveau d'acidité, et puis il devient plus jaune et plus doux à mesure qu'il mûrit jusqu'à Noël.
Celui-ci est inhabituel avec une habitude très droite, comme un poirier comparé au Jonathan à côté de lui. Et j'espère que vous avez apprécié cette visite de mes arbres fruitiers et que cela vous a donné le sentiment que vous pouvez le faire. Parce que les fruits cultivés à la maison, c'est de ça qu'il s'agit, c'est la saveur. J'ai ça dans ma poche ici, je l'ai gardé pour la fin du film. C'est un Windsor rouge de là-haut. Vous n'obtiendrez pas le fruit parfait du supermarché. Celui-ci avait la teigne du pommier. Mais 95% de ceci est délicieux. Et vous savez qu'il est propre, rien dessus. Je crains que la plupart des fruits que vous achetez aient été fortement traités avec des fongicides et des pesticides. Ils ne seraient probablement pas aussi parfaits autrement, mais à la maison, même si vos fruits ne sont pas parfaits, vous les apprécierez parce que vous aurez ce délicieux goût et la connaissance de la façon dont vous les avez cultivés. Et vous avez aussi le plaisir tout l'été, comme nous l'avons un peu vu dans ce film, de regarder ces arbres se développer et les fruits mûrir et prendre de la couleur et l'anticipation de les manger. Merci.